Nouvelle édition sur Africa Télévision, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Bienvenue tout de suite. Les titres. Au Burkina Faso, un consensus sur la transition a été trouvé hier à Ouagadougou après 5 jours de négociations. Une charte de transition a été validée, mais pas encore signée. L'annonce a été faite par les représentants de toutes les forces vives du pays. Deuxième jour du Forum africain des infrastructures à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Les experts échangent sur la maintenance et la réhabilitation des infrastructures de transport en Afrique. Voilà pour le sommaire, bienvenue. Mais avant de développer ces titres, cette information, sachez que la Coupe d'Afrique des Nations 2015 de football aura lieu en Guinée équatoriale. La CAF doit annoncer cette décision dans l'après-midi. Nous y reviendrons. 2 semaines après la chute de Blaise Compaoré, le Burkina Faso fait donc un pas important vers la transition. L'armée, l'opposition et les civils se sont mis d'accord sur la charte qui va dessiner le futur régime. 15 jours après la démission et la fuite du président Blaise Compaoré, c'est l'euphorie. Ces quelques 80 délégués burkinabés viennent d'adopter à l'unanimité une charte fixant les conditions de la transition. Aujourd'hui, la charte a été adoptée, elle a été adoptée par tous. Personne ne peut la remettre en question. Cette charte se veut un complément de la Constitution. Elle décrit le fonctionnement d'institutions provisoires. C'est une étape décisive. Nous espérons maintenant avoir l'opportunité rapidement d'en faire une adoption plus formelle et une signature, et ensuite procéder à la nomination du chef d'État de la transition. Et de mon point de vue, ça ne devrait pas tarder, ça va aller très vite. Un collège électoral sera chargé de recevoir les candidatures pour la présidence de la transition, qui reviendra à une personnalité issue de la société civile. Le Premier ministre, lui, pourra être un militaire. Il formera un gouvernement provisoire dont les portefeuilles seront répartis entre les principales composantes de la vie politique du pays. Un conseil national de transition agissant comme parlement va également être créé, dirigé par un civil. Il comptera 90 membres issus de l'armée, de la société civile et des partis politiques. La feuille de route est donc fixée pour transférer le pouvoir aux civils conformément aux attentes de l'Union africaine. Reste désormais à s'accorder sur les personnalités qui incarneront la transition. Le lieutenant-colonel Isaac Zida, qui a déclaré hier qu'il faudrait identifier les personnalités qui vont diriger ces institutions. Eh bien, hier, les femmes l'ont rencontré pour parler de leur implication véritable dans la transition civile. Les femmes burkinabées veulent être prises en compte dans les instances de décision de la transition. C'est la principale préoccupation que ce groupe de femmes est venu soumettre au chef de l'État. Nous avons insisté sur les 30%, le quota de 30%. Nous n'avons pas parlé de parité, même si nous sommes 52% de la population. Nous avons seulement demandé qu'on respecte le quota de 30% qui est reconnu sur le plan international et qui est une décision à laquelle le Burkina Faso a adhéré parce que c'est un minimum pour que les personnes qui siègent dans une structure puissent impacter les décisions de cette structure. Et nous avons également demandé que des candidatures féminines pour le chef de l'État, que ces candidatures-là aussi puissent être prises en compte parce que nous faisons partie intégrante de notre peuple. Ces femmes, issues d'organisations de la société civile, ont encouragé le chef de l'État à poursuivre les concertations pour une transition acceptée par tous. L'initiative des femmes a été saluée par le chef de l'État. Le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida en a profité pour faire le point des concertations dans le cadre de la transition. À ce sujet, un accord a été trouvé sur l'architecture de l'organe de cette transition et les discussions se poursuivent afin de mettre la bonne personne à la bonne place.
Réunion du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchissement d'argent au Sénégal pendant 5 jours. Les représentants des pays membres de la CEDEAO vont échanger afin de trouver des solutions contre ce phénomène, mais également contre la prolifération des armes de destruction massive. Des représentants de la CEDEAO à Dakar pour échanger, mais surtout trouver des solutions contre le blanchiment de capitaux, de flux financiers servant souvent à financer le terrorisme ou la prolifération des armes de destruction massive. Des phénomènes donc néfastes pour le décollage économique du continent. Le GIABA vise à travers cette rencontre l'engagement de tous les pays à se conformer aux normes internationales. C'est aussi le lieu de discuter des questions émergentes liées à la LBCFT, ainsi que de mutualiser les acquis, expériences et expertises de toutes les parties prenantes en vue de rechercher les solutions les plus idoines pour la création d'un environnement plus stable et plus sécurisé, favorable à l'investissement et à la création d'emplois. Les autorités sénégalaises se félicitent de l'engagement du GIABA à mettre fin à ces pratiques. Vos réflexions sur les sujets qui seront abordés sont d'une importance capitale pour nos autorités publiques et l'ensemble des États et institutions que vous représentez. Profitant de l'exécution des hymnes nationaux du Sénégal et de la CEDEAO, les acteurs disent stop à ces phénomènes qui n'honorent aucun pays. Je vous l'annonçais en titre, ouverture hier en Côte d'Ivoire de la 7e édition du Forum africain des infrastructures. Durant des jours, les experts vont plancher sur la maintenance et la réhabilitation des infrastructures de transport en Afrique. Les explications ici avec nos confrères de la RTI 1. L'État et le développement des routes en Afrique, sujet évoqué à l'ouverture de ce 7e forum africain sur les infrastructures à Abidjan. Face à la dégradation très avancée des routes, une nouvelle politique d'entretien s'impose selon les experts. Pourquoi la thématique cette fois-ci de l'entretien routier? C'est qu'on s'est rendu compte que effectivement on parle souvent de développement des infrastructures, mais derrière on se rend compte que nos infrastructures routières d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans sont en train de se dégrader, on est en train de les perdre parce que justement on n'a pas joué ce rôle d'entretenir les routes, d'entretenir le réseau. En Côte d'Ivoire, les besoins en termes de réhabilitation des routes sont énormes et le gouvernement en est conscient. Les besoins pour déjà remettre à niveau les infrastructures de base au moins routières, on parle de 1500 milliards. Et puis maintenant, il faut voir également les ressources nécessaires au développement de ce réseau qui sont encore des montants beaucoup plus importants. Mais à travers justement des instruments comme le fonds d'entretien routier qui aujourd'hui atteint son régime de croisière et donne entièrement satisfaction, à travers de nouveaux instruments tels que les fonds d'infrastructure qui sont en cours de mise en place par le gouvernement, on pense que ces objectifs-là devraient pouvoir être atteints. Pour les experts, l'accent doit être mis sur la qualité des études techniques préalables à la construction des routes. Autre solution, l'expérimentation du contrat par résultat des États africains. C'est un contrat qui enjoint aux entreprises de non seulement construire des routes de bonne qualité, mais aussi de les entretenir. Partons au Maroc pour parler de la 7e édition du Forum Médise. Hier, l'énergie a été l'un des points phares des discussions. Quel enjeu pour le développement du continent africain? Élément de réponse ici avec nos envoyés spéciaux à Tanger, Al-Khalifa Touré et Djibril Maïga. Cette édition 2014 des Médises verra échanger une communauté d'intervenants de très haut niveau, décideurs gouvernementaux, responsables politiques, prix Nobel, chefs d'entreprise, dirigeants d'organisations internationales, experts et représentants de la société civile, pour déboucher sur des propositions pratiques et des solutions concrètes et sectorielles. Entre autres thématiques, cette journée a essentiellement porté sur le nouvel ordre énergétique mondial. Sans l'énergie, l'électricité et de l'eau potable et aussi sans la circulation vite des produits, des personnes aussi, et il n'est pas possible de développer l'économie de nos pays.
Si les Africains avaient joué pleinement leur rôle, le continent serait électrifié aujourd'hui à 75%, a noté Jean-Louis Borloo, ancien ministre français, panéliste. Si on a l'électricité qu'à certains endroits en Afrique, on va avoir des déplacements de population terrifiants en Afrique. C'est terrifiant ce qui est en train de se passer. 600 millions de jeunes Africains ont des téléphones portables et savent qu'il y a la lumière ailleurs. Il y a 50 ans, on ne le savait pas, c'était moins grave. Maintenant, c'est terrifiant, donc il y a un vrai risque. Avant d'ajouter qu'une complémentarité est nécessaire entre les continents, car l'Afrique est le plus touchée par le règlement climatique et sa croissance dépend de son énergie. L'investissement le plus rentable de l'histoire de l'humanité reste l'investissement dans l'énergie. Et ceci passe par l'énergie solaire, l'électrification non fossile et l'énergie nucléaire, même si cette dernière n'est pas sécurisée à 100% dans le monde, ont dénoncé les panélistes. Dans un contexte régional et international, le Forum MEDES, qui se tient depuis 7 ans maintenant sur les bords de la Méditerranée à Tanger, apparaît de plus en plus comme un rendez-vous incontournable qui débat des enjeux majeurs des pays du Sud. Cet événement revêt également une dimension pédagogique avec la participation de 300 étudiants issus d'universités et de grandes écoles du Royaume du Maroc. Débattre des défis et des enjeux auxquels le continent africain doit faire face sur son sol. Le MEDES, appelé également le Forum du Sud, est une initiative à saluer. On notait les participants à cette rencontre, parmi lesquels des étudiants venus très nombreux. Écoutons ici quelques réactions, toujours au micro de nos envoyés spéciaux, Djibrila Maïga et El Khalifa Touré. Les défis de développement de l'Afrique émergente ont été largement discutés ce jeudi autour de thématiques cruciales, sécurité, gouvernance, économie, dans le sens où toute croissance économique n'est possible que si elle est inclusive. Et en la matière, chaque pays a sa stratégie. Pour tracer la voie de l'émergence du continent africain, aujourd'hui, il est nécessaire que nos États s'engagent dans la mise en œuvre de politiques volontaristes de développement, notamment des politiques axées sur la promotion des secteurs productifs des économies. Je veux parler là de l'agriculture, de l'industrie, également des services. Et à ces politiques, il est important également qu'ils soient accompagnés de mesures appropriées qui soient relatives aux politiques d'investissement plus attractives, également des mesures, des réformes pour améliorer le climat des affaires. Et il est important de valoriser les ressources, aussi pour le développement en Afrique, et pas seulement d'exporter les ressources pour la valorisation en étranger. Toute chose que le Forum MEDES ambitionne de mettre annuellement en lumière, il s'agit des défis, des réussites et des difficultés des pays émergents à travers un certain nombre d'expériences. Tout autre chose à présent, la bataille contre Ebola est loin d'être gagnée, mais des signes encourageants semblent être enregistrés, tout au moins au Libéria. Monrovia a annoncé hier la levée de l'état d'urgence en vigueur depuis le mois d'août. Pour la présidente Ellen Johnson Sirleaf, cette levée de l'état d'urgence est motivée par les progrès constatés. On l'écoute. Je ne vais pas demander une prolongation de l'état d'urgence. Ce n'est pas parce que la lutte contre Ebola est terminée. C'est parce que les progrès dont nous avons été témoins et les mesures et les interventions en cours nous ont amenés à repositionner nos efforts dans notre lutte contre le virus jusqu'à ce qu'il soit complètement éradiqué de notre pays. Hors de nos frontières au Mexique, la colère ne retombe pas. Un mois et demi après la disparition de 43 étudiants à Iguala, la semaine a été marquée par de violentes manifestations. Les familles des étudiants se mobilisent pour entamer une grande tournée nationale pour faire pression sur les autorités. Ils les ont pris vivants, qu'ils nous les rendent vivants. Ces proches des 43 étudiants disparus fin septembre refusent l'explication officielle. Selon les autorités, les jeunes auraient été tués par des membres du gang Guerreros Unidos qui ont avoué leurs crimes, mais les familles des victimes n'y croient pas.
C'est de la corruption, le gouvernement se moque de nous, c'est ce qu'il fait à ceux qui n'ont pas de pouvoir. Ils n'ont pas de preuve de ce qu'ils disent. Tant qu'il n'y a aucune preuve, nos enfants sont vivants. Nous savons qu'ils sont vivants. Les autorités attendent les résultats de tests ADN effectués sur des fragments d'os retrouvés dans un charnier de la région. La police fédérale, elle, continue ses recherches près de la zone où les étudiants ont disparu. Parallèlement, 3 caravanes constituées de proches des victimes ont quitté l'école d'Ayotzinapa en direction de Mexico. Objectif, sensibiliser la population à leur cause et faire pression sur le gouvernement d'Enrique Peña Nieto. Si nous sommes divisés, ils vont nous attaquer et notre mouvement ne durera pas. Nous voulons inviter tous les gens que nous croiserons là où nous allons à se joindre à nous. S'ils ont été confrontés à des enlèvements, des meurtres ou autres, ils doivent se joindre à nous. Les manifestations se font de plus en plus violentes. Mercredi, le Parlement et les locaux du parti d'Enrique Peña Nieto dans l'état du Guerrero ont été incendiés. Le président mexicain, actuellement en voyage en Asie, affronte là sa pire crise politique depuis son élection fin 2012. Et c'est tout pour Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur africatelevision.com. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.